à cette réunion le fait qu'il ait dit que, il n'y assisterait même pas, en visioconférence. C'est un signe que, les États-Unis, ce qu'on sent bien, c'est que les États-Unis n'ayant pas pu, obtenir, on va dire d'avancées significatives vers la négociation, se désengagent pour laisser les protagonistes, ukrainiens et russes, dialoguer ensemble. Bonjour chers abonnés d'Omerta, bienvenue dans ce nouvel entretien exclusif avec Monsieur Régis Le Sommier. Avant de commencer, notre nouveau magazine Trump-Poutine à l'assaut de l'Europe qui est disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour Salma. Alors, on va parler d'actualité aujourd'hui. Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, les États-Unis ne participent pas à la réunion de Ramstein qui coordonne l'aide militaire de Kiev. Pas même virtuellement. Ce retrait soutenu par l'entourage de Donald Trump intervient alors que l'Ukraine frappe sur des cibles russes. Washington semble aujourd'hui plus inquiet d'un risque d'escalade même nucléaire que de déterminer à soutenir Kiev sans réserve. Est-ce que l'absence de Pete Hegseth veut-elle dire que Trump change de position par rapport à Kiev ? Alors non, je pense que c'est dans la directe continuation de l'attitude impulsée par Trump depuis son élection vis-à-vis des Ukrainiens et vis-à-vis du conflit en Ukraine. On a vu ce rapprochement d'abord spectaculaire vis-à-vis de la Russie, les coups de téléphone avec Vladimir Poutine. Je rappelle que Poutine et l'Ouest n'avaient pas communiqué directement depuis avant février 2022. Et là, Donald Trump a eu une série de coups de fil avec Vladimir Poutine, donnant l'impression que les États-Unis se rapprochaient nettement de la Russie et mettant la pression sur Volodymyr Zelensky pour conclure une négociation et amener la paix, même au détriment, on va dire, souveraineté de l'Ukraine, puisque l'une des exigences des États-Unis, c'est que l'Ukraine abandonne ses revendications sur les territoires conquis par les Russes depuis 2022 et même depuis 2014, c'est-à-dire la Crimée, le Donbass et l'ensemble des oblasts, des 4 oblasts que Moscou convoite. Moscou en possède une partie, mais ne les a pas entièrement. Donc la discussion depuis le démarrage de ces négociations, c'est-à-dire en début mars dernier, eh bien, elle bute sur ces divers aspects, mais pendant longtemps, Donald Trump a vraiment donné l'impression qu'il s'alignait sur les positions de Poutine, avant un petit peu de faire machine arrière, parce que Donald Trump a compris que Poutine n'était pas décidé à arrêter la guerre, qu'il lui fallait encore atteindre des objectifs, voire espérer une capitulation de l'Ukraine qui est encore possible d'après lui, puisque sur le front, l'Ukraine montre des signes de fragilité. Mais pour ce qui est de la négociation à proprement parler et des anciennes formes d'aide à l'Ukraine, notamment vous avez évoqué cette réunion de Ramstein qui a eu lieu, on va dire, tous les ans, et qui permet aux alliés de s'accorder sur les aides militaires dévouées à l'Ukraine. C'est par exemple pendant cette réunion de Ramstein qu'en 2022, il a été décidé de fournir des chars lourds à l'Ukraine. C'était à l'époque une marche vers la guerre encore plus importante. On répondait à l'appel des Ukrainiens favorablement, et c'est dans ce cadre-là que c'est décidé. Donc là, l'absence de Pete Hegseth, à cette réunion, le fait qu'il ait dit qu'il n'y assisterait même pas en visioconférence, c'est un signe que les États-Unis, ce qu'on sent bien, c'est que les États-Unis n'ayant pas pu obtenir, on va dire, d'avancées significatives vers la négociation, se désengagent pour laisser les protagonistes, ukrainiens et russes, dialoguer ensemble, instaurer des discussions directes qui ont déjà eu lieu à 2 reprises. La première à Istanbul, et puis donc il y a 2 semaines, et la semaine dernière, non, cette semaine, pardon, début de semaine, à Istanbul également, il y a eu des pourparlers dans lesquels les Américains sont
périphériques, mais ne sont plus impliqués directement. Il y a une chose aussi qui est très importante, c'est que l'aide américaine à l'Ukraine, c'est la principale aide que l'Ukraine a reçue depuis le début de la guerre. Je m'entends, environ 70 milliards de dollars d'investissement donnés aux Ukrainiens, enfin sur la somme, on va dire, donnée par les Américains, qui est autour de 120 milliards de dollars, concerne directement les livraisons d'armes. Les Européens ont donné à peu près 132 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, mais très peu, quand on compare par rapport aux États-Unis, très peu d'aide militaire. Et donc cette aide militaire, évidemment, a permis à l'Ukraine de tenir. Au début de la guerre, on s'en souvient, c'était les missiles Javelin, les missiles Henlo, des sortes de bazookas qui ont permis de résister, on va dire, à l'invasion russe. Et ensuite, progressivement, ça a été les HIMARS, ça a été les chars lourds, ça a été finalement, à la fin de l'ère Biden, l'autorisation d'utiliser des attaques MS, des Storm Shadow ou des Scalp, c'est-à-dire des missiles de longue portée contre le territoire russe, qui était interdit au départ, ce dont les Alliés s'interdisaient au départ et interdisaient aux Ukrainiens de faire. Toute cette escalade a été, on va dire, supportée par les Américains. Et les Américains ont surtout donné beaucoup d'informations aux Ukrainiens de par leurs moyens de détection, leurs moyens de surveillance du front, leur façon de cartographier ce front en temps réel. Et ça a beaucoup aidé les Ukrainiens. Donc, l'absence de Pete Hegseth est problématique. Elle est problématique parce qu'elle montre d'abord un désengagement, mais la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est jusqu'où va aller ce désengagement. Si ce désengagement concerne, on va dire, le fait de ne plus piloter la guerre aux côtés des Ukrainiens, comme ça a été le cas pendant 3 ans, notamment à partir de Wiesbaden, qui est le QG des forces américaines en Europe et en Afrique, qui se trouve en Allemagne. À partir de Wiesbaden, était véritablement piloter cette guerre avec les Ukrainiens pour leur venir en aide. Donc les États-Unis étaient vraiment en première ligne. Même pas leurs soldats, mais en tout cas leur technologie, leurs armements, etc. Et les conseils qu'ils pouvaient donner aux Ukrainiens. Donc ce rôle des États-Unis est considérable. Il est toujours actif. Les États-Unis sont toujours présents. Voilà. Et donc, ce qu'il va falloir déterminer dans les mois qui viennent, c'est si cette aide, ce retrait américain, s'opère également avec un retrait de l'aide militaire et un retrait de l'aide au renseignement, etc., etc. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que l'Europe, qui est sommée de prendre la place des États-Unis, c'est ce qu'a dit Donald Trump. En gros, c'est votre guerre, c'est pas la nôtre. Allez-y, voilà. Relevez vos budgets militaires et aidez les Ukrainiens. Actuellement, c'est pas possible. L'Europe n'a pas les moyens d'aider l'Ukraine, en tout cas de l'aider à tenir comme elle tient actuellement sur le front. Donc ça peut être significatif et ça peut signifier que les Russes vont conquérir plus de territoires qu'ils n'en ont déjà. Donc voilà. Il va falloir observer la nature du retrait américain. Comment va-t-il se faire? Est-ce qu'il va être total ou est-ce que simplement ça va être, on va dire, les États-Unis vont être nettement moins qu'à l'époque de Biden en avant sur ce conflit. De toute façon, ce n'est pas une très très bonne nouvelle pour l'Ukraine. Et est-ce que les États-Unis ne se retirent pas peu à peu de leur soutien à Kiev, justement? Oui, on l'a vu, hein, ils ont essayé justement de faire une pression maximale sur Volodymyr Zelensky pour le contraindre à la négociation. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces pourparlers, on a vu que même s'il y a des discussions, même si les délégations russes et ukrainiennes aujourd'hui en sont venues, on a quand même un peu progressé. C'est-à-dire qu'au départ, je rappelle qu'au début mars, à Jeddah, en Arabie Saoudite, il y avait une délégation ukrainienne, une délégation russe, une délégation américaine. Donc il y avait une réunion entre la délégation ukrainienne et la délégation américaine, une réunion entre la délégation américaine et la délégation russe, mais jamais la délégation russe et la délégation ukrainienne ne se croisaient. Là, actuellement, ils sont face à face, ils se parlent. La première fois, ça a duré 2 heures, la deuxième fois 1 heure. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que des prisonniers ont été échangés
des corps de soldats décédés sur le front également vont être échangés la semaine prochaine, 6000 de chaque côté. Des enfants également, qui sont des enfants ukrainiens qui sont retenus par les Russes, et même des enfants russes qui sont retenus par les Ukrainiens. Il y en a 22 enfants russes qui sont de côté ukrainien et 339 côté russe. Alors, les Ukrainiens disent que les Russes les ont kidnappés, les Russes disent qu'ils les ont protégés pendant les combats, etc. Mais bon, il va y avoir cet échange, des échanges de blessés également, des blessés les plus graves, et des échanges aussi de prisonniers, tous les prisonniers les plus jeunes. Donc c'est quand même assez, voilà, ça permet de dire on fait quelque chose et il y a de la bonne volonté, même si on n'est pas d'accord, même si l'échange des mémorandums sur, on va dire, le mémorandum, ça veut dire voilà ce qu'on souhaite pour la négociation. Et de l'autre côté, voilà ce qu'on souhaite. Donc on négocie sur ce sur quoi on va négocier. On en est encore très très loin de la paix. On est très très loin et on l'a vu avec les attaques ukrainiennes en particulier sur les bases stratégiques de bombardiers stratégiques russes, l'attaque contre le train dans la région de Briansk et le plasticage d'un des piliers du pont de Kerch en Crimée. Tout ça, toutes ces actions clandestines menées par l'Ukraine ont provoqué d'ailleurs la nuit dernière une riposte russe de missiles Kaliber, de missiles Iskander et même apparemment d'un Oreshnik, mais on n'est pas tout à fait sûr. Mais bon, il y a eu des frappes massives russes la nuit dernière. Il y en a peut-être d'autres. Donc on est dans une escalade, on va dire, militaire, qui peut mettre en péril à tout moment la négociation, fait qu'il n'y en aura plus. Même si les Ukrainiens ont proposé de recommencer la négociation fin juin, cette fois-ci ce sont les Ukrainiens qui l'ont proposé. Bon, ça tiraille de part et d'autre. Il y a des effets de manche, il y a des Medvedev, des Piotr Tolstoï d'un côté qui viennent jeter de l'huile sur le feu. Zelensky est très très offensif aussi. Voilà, on ne sait pas très bien où ça va mener, mais on va dire il y a quand même un dialogue à un moment qui se fait. Et pourquoi les récentes attaques ukrainiennes sur le sol russe n'ont pas impressionné les États-Unis? Alors, elles ne les ont pas impressionnés, c'est-à-dire que, en fait, ces attaques visaient en partie, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont concomitantes à la visite aux États-Unis d'un personnage important qui s'appelle Andrei Yermak, qui est le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky. Il faut rappeler que c'était lui qui était à la tête de la négociation, de la délégation, des premières délégations de négociation pour négocier à Jeddah, en Arabie Saoudite. Maintenant, c'est le ministre de la Défense ukrainienne qui y est. Mais Yermak, lui, est parti aux États-Unis, est parti à Washington pour dire, voilà, regardez, voilà ce dont on est capable. Les négociateurs côté Trump ont regardé ça avec un certain scepticisme. Keith Kellogg, qui est le premier négociateur pour l'Ukraine, le premier envoyé de Trump, a déclaré qu'il s'agissait d'une escalade. Pourtant, Keith Kellogg est parmi les Trumpistes, on va dire, le plus favorable à l'Ukraine. Donc lui, il considère que c'est une escalade. Trump lui-même n'a pas applaudi, ni montré, ni manifesté un intérêt, on va dire, comme quoi il aurait bougé de position sur le conflit. Donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ces actions clandestines de l'Ukraine n'ont pas infléchi la position américaine qui est, on va dire, qui a été de se rapprocher de la Russie et qui est progressivement de se désengager. Ce qu'espérait l'Ukraine, c'était de montrer qu'il était capable de frapper. Les Russes y voient un danger, vous l'avez dit, la peur de l'escalade, la peur justement d'une guerre nucléaire, ce que le gouvernement Trump veut à tout prix éviter, ce que voulait éviter aussi le gouvernement Biden avant. Hein. Il y a toujours eu, on aide l'Ukraine, mais jusqu'à une certaine limite, et on essaye de faire attention que l'Ukraine ne prenne pas ça pour un encouragement. Là, je pense que l'administration Trump a montré à Kiev que
ils restaient sur leurs réserves et que pour le moment, il n'y aurait pas d'inflexion de leur position vis-à-vis du conflit. Et Washington n'a pas plus peur d'une escalade justement nucléaire, vous en avez parlé, que d'une défaite ukrainienne? Alors c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Oui, évidemment, l'escalade nucléaire, telle qu'elle a été brandie par Poutine, le fait que les Russes en ont parlé plusieurs fois, le fait que également la doctrine nucléaire russe a été révisée pendant le conflit il y a quelques mois, incluant comme on va dire potentielle cible de frappe nucléaire tactique un pays ne possédant pas l'arme atomique, mais allié de pays possédant l'arme atomique, c'est-à-dire l'Ukraine, en gros. Donc la doctrine a été révisée, et donc là, il y a une inquiétude encore plus importante. Évidemment, les Américains ne veulent pas, et les Américains ont d'abord toujours signifié aux Européens qu'ils n'iraient pas dans une confrontation nucléaire avec la Russie, même si l'Europe était ravagée. Il y a une anecdote célèbre entre De Gaulle et Kennedy au début des années 60, où De Gaulle demande à Kennedy, mais si les Russes envahissent Berlin, vous savez, à l'époque, Berlin était occupé, il y avait des secteurs, les Russes, les Allemands de l'Est, on va dire, possédaient l'Est de la ville, puis il y avait le secteur américain, le secteur français et le secteur britannique, et il y avait l'Allemagne de l'Ouest. Et De Gaulle a dit, si les Russes envahissent la totalité de Berlin, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez utiliser l'arme atomique? S'ils envahissent Hambourg? Et Kennedy lui a fait comprendre qu'il y avait d'autres moyens de stopper les Russes, d'autres moyens conventionnels que d'utiliser l'arme atomique. Et De Gaulle en a déduit que les Américains, même si les villes européennes sont en ruine, ne sacrifieront pas Philadelphie, New York et Washington. L'Europe peut être détruite, mais les États-Unis resteront intacts. Donc ils n'iront pas jusqu'à se sacrifier pour l'Europe et provoquer, ou en tout cas répondre à une guerre nucléaire. Si la Russie attaque directement les États-Unis, c'est le principe de la dissuasion. Mais on sait depuis longtemps qu'ils ne se sacrifieront pas pour nos villes. Voilà. Marco Rubio a fait ses condoléances à Sergueï Lavrov à propos de l'affaire du train. C'est ça. Voilà. Exactement. Donc de l'affaire du train, qui est une explosion d'un pont sur un train de passagers, avec des morts civiles. Et donc là, c'est intéressant parce que l'Ukraine, pour ce qui est des bombardiers stratégiques, on va dire que ça concerne le domaine militaire. Mais pour ce qui est du pont de Kerch, qui n'est plus utilisé, vous savez, c'est le pont de Crimée qu'a fait construire Poutine après 2014, ce pont n'est plus utilisé par les Russes pour acheminer de l'aide pour les fronts du sud de Zaporijjia et de Kherson en particulier. Donc c'est un pont qui n'est plus utilisé pour faire transiter des unités de soldats. Donc c'est un pont civil, voilà. Et frapper, ou comment on va dire, tenter de détruire ce pont provoquera des morts civiles, de même que le train provoque des morts civiles. Là, on est dans une forme de guerre clandestine qui n'a plus tout à fait la même nature, où les méthodes utilisées, c'est du terrorisme, et notamment le problème auquel sont confrontés les Ukrainiens qui agissent de cette façon, c'est que ça rappelle pour l'opinion russe, c'est très mauvais, parce que faire sauter des ponts avec des trains en dessous, c'était déjà des méthodes utilisées par les boïvikis tchétchènes il y a 20 ans, au moment où les radicaux tchétchènes, justement, menaçaient la Russie. Et donc, pour les Russes, ça rappelle ça. Pour les Américains, il s'agit aussi d'actions terroristes, d'où ces condoléances présentées par Marco Rubio, et d'où le fait que l'Ukraine joue un peu avec le feu en utilisant des méthodes pareilles qui sont éloignées du front, qui ne changent rien à la dynamique sur le front et aux problèmes que l'Ukraine connaît, c'est-à-dire pénurie d'hommes, pénurie d'armement, pas de réserve alors que les Russes ont des réserves, et puis un effritement progressif du front qui aujourd'hui se chiffre, on va dire, à quelques centaines de kilomètres carrés par semaine. Donc c'est-à-dire qu'on a une avancée des Russes
qui est de plus en plus rapide, donc il y a ces problèmes-là, et ce n'est pas en requérant une action clandestine que l'Ukraine va compenser quoi que ce soit, ou on va dire entamer le potentiel militaire russe. Donc c'est un peu, voilà, quand je dis jouer avec le feu, poursuivre ce type d'opération risque au contraire de mécontenter encore plus les Américains et de faire en sorte que leur aide se tarisse. Et qu'est-ce qu'il reste à l'Ukraine pour garder le soutien des pays occidentaux? Le soutien des Européens, de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne, par exemple, l'Ukraine l'a. Mais quand il s'agit, ce qu'on voit bien, c'est que quand il s'agit de passer des déclarations martiales d'aide sans condition à l'Ukraine jusqu'à la victoire, comme on a pu entendre, même si on entend moins ce genre de choses, mais de faire une paix, de gagner la paix, de garantir la sécurité de l'Ukraine, ça, on entend plus ce genre de choses. Le problème, c'est quand on arrive dans les détails et sur ce qu'il faut faire, eh bien, aucun des pays européens n'est vraiment d'accord, à part peut-être la France et l'Angleterre, ce projet d'envoyer des troupes, l'Allemagne qui décide d'autoriser l'Ukraine à construire des usines pour fabriquer des missiles à longue portée. Tout ça, ce sont des déclarations. Il n'y a pas beaucoup de concret derrière. Et quand l'Europe cherche à décider à 27 ce qu'il faut faire, vous en avez, on va dire, un bon tiers qui sont hostiles à envoyer des troupes, un tiers en gros qui sont favorables, et en fait l'Europe est incapable de s'entendre sur ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est un vrai problème. Les États-Unis sont à part, hein, j'ai décrit suffisamment l'action des États-Unis et ce que pourrait représenter pour l'Ukraine leur retrait. Donc on est dans une situation où le conflit peut durer, mais il n'y a pas pour le moment d'indication qui montrerait que l'Ukraine puisse reprendre le dessus ou équilibrer la situation par rapport à la Russie, et c'est ce qui est le plus inquiétant. Et est-ce qu'on se dirige vers un tournant dans la guerre ou vers un conflit qui dure? Le conflit il peut s'arrêter, on va dire, du jour au lendemain si les États-Unis retirent leur aide complètement. Il peut, on va dire, là pour le moment, il est parti pour durer. Après, il y aura peut-être des choses, vous savez, il y a toujours des surprises hein, dans ces conflits, parce que la vraie question, c'est que la Russie croit qu'elle va vers la victoire. Tant que la Russie est persuadée qu'elle peut obtenir une capitulation militaire, elle n'a pas de raison d'arrêter. Si la Russie, au contraire, pense qu'elle peut avoir plus de bénéfices en arrêtant la guerre, là, elle l'arrêtera. Mais il faut trouver ces bénéfices. Et on sait que même si Trump a promis d'alléger des sanctions, les sanctions économiques les plus graves qui touchent le plus la Russie, même si elle a réussi à contourner beaucoup ces sanctions, mais celles qui lui font le plus mal sont les sanctions prises par les Européens. À partir du moment où les Européens continuent à appliquer ces sanctions, il n'y a pas vraiment de compensation à un arrêt des combats décidé par Poutine. Il y a aussi le fait que l'Ukraine n'est pas hostile à l'arrêt des combats. Au contraire, elle demande un cessez-le-feu. Mais elle demande un cessez-le-feu, et les Russes la soupçonnent de demander le cessez-le-feu pour souffler sur le terrain, face à ces difficultés. Mais les Russes soupçonnent que ces 30 jours, par exemple, seraient mis à profit pour réarmer l'Ukraine via ses alliés européens. Et c'est là où, là aussi, la négociation bute, parce que les Russes demandent en préalable au cessez-le-feu l'arrêt des armements. Donc ça c'est pas obtenu. Donc on va dire globalement que l'Ukraine n'est pas forcément pour la paix, mais elle est pour le cessez-le-feu. La Russie est pour la paix d'abord et le cessez-le-feu à la fin. Vous voyez ? Donc cessez-le-feu pour l'Ukraine, discussion ensuite. Discussion d'abord et cessez-le-feu ensuite pour la Russie. Donc c'est sûr que pour le moment, il n'y a pas d'accord entre les deux. Merci beaucoup Régis pour ces parfaites analyses. Merci chers abonnés de Merced d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.